Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et avec cette question de la violence qui monte d'un cran, et la famille du président est cette fois-ci la cible d'une opposition de plus en plus hostile à tout ce qui apporte forcément et rapporte à Emmanuel Macron. Après l'agression de son petit-neveu, le chef de l'État réagit. Écoutez ce qu'il a dit. Parfois, quand on entend dire telle ou telle forme de violence, quand elle est simplement matérielle, elle se justifie parce qu'il y a une colère. Non, aucune forme de violence ne se justifie. Parce que la violence verbale amène à la violence physique, et la violence contre les biens conduit à la violence contre les personnes. Donc il faut être clair absolument contre toute forme de violence. Et il ne s'agit pas de la déplorer simplement quand elle touche des gens. Et donc c'est l'éducation des plus jeunes, et parfois des plus âgés, et c'est la condamnation claire, par principe, de toute forme de violence. Une violence qui est dans la rue, on l'a vu hier avec ces derniers jours avec l'agression dont a été victime le petit-neveu d'Emmanuel Macron, le maire de Saint-Brévin, ou alors des étudiants de l'Uni à Grenoble menacés de mort, ou encore les insultes à l'Assemblée nationale quand des députés qualifient d'autres de monstres. Est-ce que pour vous, un tel climat de haine et de violence dans la politique française est acceptable? Vous dites oui, vous dites non. On vous attend au 0826 300 300. En l'occurrence, sur notre compte Twitter, vous dites oui à 44%, ce qui est quand même assez énorme. Nathalie Duclos est avec nous, maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Tours, co-auteur du livre Violence politique chez Armand Collin. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct. Un petit tour de table avec Philippe Bilger et Olivier d'Artigol et Elisabeth Lévy. Philippe ? Je rejoins à peu près... tout ce qu'a dit le président de la République à l'instant. Je pense en effet qu'une forme de violence verbale peut entraîner une violence physique. Mais au fond, je me demande si, comment dire... Pardonnez-moi, si je donnais la parole à Olivier et à Elisabeth, je vais retrouver mon raisonnement. D'accord, allez-y, Elisabeth. Oui, alors moi je pense qu'il faut quand même faire très attention, si vous voulez, parce que il faut faire attention avec cette idée que la violence verbale mène à la violence physique, parce que ça pourrait être évidemment, si vous voulez, une raison pour censurer encore plus le langage. Bien sûr, l'invective, l'injure, l'attaque nominative sont condamnables, mais la critique, même virulente, même injuste, même dégueulasse, je suis plutôt pour qu'on la laisse quand même vivre. Mais cela dit, je voudrais quand même ajouter une chose, c'est que concernant ce qui s'est passé là, il y a la spécificité, je voudrais le redire, parce que là, je crois que nous avons tous eu un peu participé. Je crois que concernant Emmanuel Macron, il y a un phénomène quand même assez spécifique et curieux, si vous voulez, et c'est pour ça que j'ai parlé de démonologie, c'est-à-dire qu'on ne parle plus d'un être humain ou d'un politique que l'on pourrait critiquer à ce titre, mais d'une sorte de démon exutoire de tous nos malheurs. Il faut voir quand même qu'on a parlé de Macron comme quelqu'un qui voulait sciemment faire du mal aux Français. Et donc, si vous voulez, il y a aussi une responsabilité dans notre discours à tous, qui est aussi la sanctification de la colère, la sanctification de l'émotion. Tout ça fait que la violence devient un moyen de résolution des conflits, parce qu'on n'a plus accès au langage quand même. C'est aussi la résonance peut-être dans la rue de ce qu'on entend. Le résultat du sondage Sud Radio doit nous faire réfléchir. Puisque quand dans des débats il m'arrive de dire mais dans le pays il y a aujourd'hui des personnes qui pensent réellement que puisque les formes naturelles, constitutionnelles, politiques, traditionnelles ne permettent pas une résolution de crise, qu'est-ce qui nous reste? Oui, on l'entend. Ouais. Et c'est, je crois, assez installé. Notre pays a vécu une bascule sur le moment des Gilets jaunes, où après l'Arc de Triomphe, l'exécutif a semblé réagir. Ou de Notre-Dame-des-Landes. Ouais, on a cédé. Pardon de n'avoir pas satisfait rapidement l'impatience évidente de tous ceux qui attendaient la fin de mon propos. Mais c'était un bon teasing. Voilà. Ça sonne au standard, que voulait-il dire? Outre que, pour compléter, la violence verbale peut amener la violence physique. Mais tout de même, je séparerais radicalement les débats d'un verbe même dévoyé à l'Assemblée ou ailleurs, des atteintes graves à la violence, à l'intégrité corporelle. Oui. Lorsqu'on passe aux atteintes comme hier, c'est autre chose. Et je termine là-dessus, Cécile, j'ai entendu quelque chose justement de scandaleux ce matin à l'excellente matinale de
Patrick Roger, la première phrase de Marine Tondelier, lorsque Patrick Roger l'interroge sur l'agression du petit-neveu, c'est de dire textuellement « la violence répond à la violence ». Ouais. C'est parce que des gens banalisent cette violence que, en réalité, elle existe de plus en plus, même si dans la suite de l'entretien, rapidement, elle a condamné. Donc, j'ajoute pour notre invité que peut-être aussi la baisse du niveau général de l'incapacité à verbaliser les situations, à conceptualiser, joue quand même beaucoup. Parce que, excusez-moi, ce qu'on a vu là, on a entendu certains des protagonistes. Excusez-moi, ça volait pas très haut. Oui. Nathalie Duclos, on dit que la démocratie est malade. On dit qu'effectivement, beaucoup de gens disent qu'ils ne sont pas entendus, qu'il y a une espèce de montée de haine, et certains disent il nous reste que la violence finalement pour se faire entendre. Écoutez, je pense que effectivement il faut contextualiser. Il faut toujours contextualiser les violences. Il faut les rapporter à une situation politique, à des situations d'interaction entre différents acteurs. Et là, on est sans doute en train de payer le fait que il y a des dysfonctionnements de la démocratie aujourd'hui, avec tout de même une difficulté qui est que, et on peut remonter sans doute très très loin, mais déjà on peut remonter à la dernière élection présidentielle. C'est une élection qui a quand même été en grande partie confisquée parce que elle ne s'est pas faite sur la base de projets, de véritables débats. Elle a tourné un référendum pour ou contre Marine Le Pen, et finalement ce n'est pas un consentement au pouvoir qui a eu cours, et ce n'est pas une accréditation, une légitimation d'Emmanuel Macron, mais plutôt un refus de la présence de Marine Le Pen, ou de l'élection de Marine Le Pen. De ce fait, eh bien, on n'est pas dans une séquence par laquelle il y a un processus de consentement au pouvoir qui est, Max Weber l'a bien montré, un mécanisme fondamental des démocraties. Mécanisme qui fait que la minorité a perdu, mais elle consent au pouvoir parce qu'il y a la loi de la majorité, elle reconnaît qu'elle n'a pas su convaincre à un moment donné, et elle fait preuve de patience civique, elle attend l'échéance suivante pour essayer cette fois-ci de l'emporter. Donc là, on n'a pas ce phénomène fondamental dans les démocraties de consentement au pouvoir. Et je pense que la situation a été aggravée par l'absence de débat au Parlement, qui a été en grande partie empêché. Je ne vais pas revenir sur tous les épisodes qui ont fait 49.3, etc. 49.3, mais auparavant, le fait que seuls les quelques pauvres premiers articles de la loi étaient discutés au Parlement, qu'on ait mis en place la procédure de commission mixte paritaire, qu'aujourd'hui à nouveau on évoque le fait que la loi, la proposition de loi qui évoquerait ce changement de date de départ à la retraite pourrait être repoussé au motif que ce ne serait pas constitutionnel. Bref, il y a tout un tas d'éléments qui font que il n'y a pas de lieu de débat et qu'il ne peut pas y avoir de processus par lesquels les problématiques soient élaborées. Mais ça ne justifie pas la violence. Je ne suis pas du tout en train de justifier. Il n'y a pas de lieu de débat, mais on a débattu de ça. Bougez pas, Nathalie Duclos, pardon, excusez-moi. Allez, Madame, est-ce que d'abord, n'avez-vous pas l'impression que la violence, c'est non plus exactement les problématiques politiques que vous évoquez comme cause de la violence de plus en plus vive aujourd'hui, sont des prétextes qu'en réalité, on a de plus en plus des oppositions qui sont en quelque sorte des mauvaises joueuses démocratiques, qu'elles n'acceptent pas ce que les urnes ont décrété. Deuxième élément, est-ce que vous ne croyez pas qu'un paroxysme aujourd'hui existe à cause d'Emmanuel Macron, qui n'y peut pas grand-chose souvent, parce que le débat politique, à cause de lui, et probablement parce que sa personnalité l'inspire, a été remplacé par une détestation personnelle? Nathalie Duclos.
Alors, sur les perdants, mauvais joueurs, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que cela. J'ai évoqué la dernière élection présidentielle, mais la précédente, c'était déjà fait sur cet enjeu ça avait tourné au référendum pour ou contre Marine Le Pen. Donc, je pense qu'il y a des conditions de débat qui sont de moins en moins souvent remplies et qui font que les processus de consentement au pouvoir ne se mettent pas en place. Par ailleurs, il se trouve aussi que on est dans un fonctionnement du pouvoir où les corps intermédiaires sont assez largement écartés, ils sont mis à l'écart, ils ne sont pas pris au sérieux, on ne leur donne pas de rôle, de place dans la société. Or, ces corps intermédiaires, moi j'ai travaillé sur les manifestations paysannes dans les années 1960. Eh bien, ces manifestations, quand on les regarde, elles étaient très violentes. Et ce qui s'est passé du temps des Gilets jaunes pouvait s'en rapprocher. Nathalie Ducrot, Elisabeth Lévy, Olivier Martineau, mais moi je suis un peu glacée par... Permettez que je continue. Donc on peut peut-être faire un dialogue aussi. Parce que là, on regarde la pendule, en fait. Mais Nathalie Ducrot n'a pas la pendule. D'accord. Je n'ai pas la pendule et je n'avais pas terminé. Donc, je voudrais juste dire, voilà, il y a des corps intermédiaires qui souvent ont un rôle de contrôle social. Ça a été très vrai de la FNSEA dans les années 60 vis-à-vis des manifestations agricoles. Elles ont contenu la violence de leur base. Aujourd'hui, on a mis à l'écart les corps intermédiaires. Pardon ? Ni les syndicats comme corps intermédiaires. Elisabeth Lévy, vous permettez, Nathalie Duclos. Oui, merci. Non, mais moi, je suis un peu, disons, glacée par vos propos parce que je trouve tout à fait normal qu'on cherche à comprendre, mais en quelque sorte, il y a derrière une sorte de légitimation d'une certaine violence. Non, en tous les cas, c'est ce que j'entends. Quand vous nous dites c'est parce qu'il n'y a pas eu de débat, d'abord, je récuse cette idée qu'il n'y a pas eu de débat. Ça fait 3 mois que nous ne parlons que de ça. À l'Assemblée, il y a eu le débat a eu lieu de façon peut-être très virulente. Il y a eu toutes sortes de séances de questions au gouvernement. Excusez-moi, les positions des uns et des autres ont été connues. Et, comme l'a dit Philippe, on peut ne pas être satisfait par le processus qui a mené à l'adoption de la loi, si vous voulez, mais il n'y a pas de quoi entrer en insurrection. Et par ailleurs, ce que j'essaye aussi de dire, c'est que dans cette violence nouvelle, il y a aussi quelque chose qui est la sacralisation de ce que chacun ressent. L'individu roi, si vous voulez, a une pulsion, quelque chose lui déplaît, et comme il n'a pas accès au langage, vous voulez, et de même, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait plus de second degré, on essaye de l'éviter parce qu'on est à peu près sûr d'être incompris par beaucoup de gens. Comme il n'a pas accès à cela, sa colère est sainte et lui donne tous les droits. Je suis désolé, je veux dire, ça ne peut pas aussi être oublié. Oui, mais notre invité dit des choses justes en rappelant que la campagne des présidentielles n'a pas permis d'instruire un débat de haut niveau, de qualité, réellement pluraliste, contradictoire, permettant aux corps citoyens de trancher. Les élections législatives dans la foulée ont montré aussi qu'elles étaient le parent pauvre. On paye cash l'inversion du calendrier électoral, le quinquennat, la personnalisation outrance. Rappelez-vous la période jupitérienne du premier quinquennat où Emmanuel Macron lui-même théorisait le fait que les contre-pouvoirs étaient has-been, que ce soit le Parlement, les élus, les syndicats. La démocratie parlementaire va mal, la démocratie sociale va mal. C'est pour ça que aussi beaucoup de personnes attendent cette respiration démocratique à mi-temps. Certains présentent même les élections européennes comme des midterms à la française, pouvant permettre justement cette respiration démocratique. Ça veut dire qu'il y a tout un tas de processus qui s'additionnent, qui coalisent vers ce qu'on appelle, et je suis d'accord avec l'expression, une véritable crise démocratique, qui fait que dire ça n'est en rien justifier la violence. Mais ce qui vient d'être dit sur la FNSEA et sur les luttes paysannes, que je connais aussi de par mon secteur géographique, le Sud-Ouest, c'est vrai qu'il y avait des contre-pouvoirs qui permettaient de réguler et qui permettaient de garder le champ social et citoyen dans des cadres qui permettaient à certains moments le compromis et la sortie de crise. Oui. Et l'effet de la mise à l'écart de ces corps intermédiaires, le fait qu'il n'y ait pas de vote, donc il y a eu un débat qui a été tronqué, mais il n'y a pas eu de vote non plus. C'est le vote qui fait qu'il y a un effet de consentement au pouvoir. Tout cela a pour effet que les choses se cristallisent sur la personne d'Emmanuel Macron et sur sa famille. Il y a un effet de personnalisation extrêmement fort avec tout un tas d'effets absolument déplorables.
mais Emmanuel Macron et de façon élargie sa femme, sa famille sont considérés comme un clan, comme une clique qui gouverne et qui n'écoute pas. Donc cela est extrêmement préjudiciable. Mais moi, ce que je voudrais souligner, et ce qui a été dit juste avant moi, c'est effectivement on est face à une crise de la démocratie représentative. Il n'est qu'à regarder l'extrême augmentation des taux d'abstention. Oui. Avec les votes blancs, ce sont quand même des signes extrêmement tangibles. Quand on voit que les Turcs ont voté à presque 80% ces dernières élections, ça donne à réfléchir. Restez avec nous, 0826 300 300. Philippe qui veut réagir. Philippe, rebonsoir. Oui, bonsoir. J'écoute avec énormément d'intérêt tout ce que vous venez de dire parce que je suis dans une région où ça fait très longtemps que la démocratie n'existe plus. Et j'en ai à vous prouver. Vous êtes en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, j'en ai à vous prouver que nous avons des élus qui se sont à haut niveau, qui organisent la visite d'un ministre au moment où le ministre arrive. Et que le député accompagne le ministre, il fait cordialement siffler le député parce que le député n'est pas dans les lignes politiques de l'élu local. Bon, alors ça, c'est une faute démocratique qui est absolument inadmissible. Et pire encore, quand vous avez un député qui vient vous voir en disant « moi maintenant, je la ferme parce que mes 2 voitures ont été brûlées », vous m'avez compris. Mais bien sûr, c'est... Voilà. Oui. Mais c'est sûr, ça pose question, là, c'est très grave. Oui. Mais en fait, c'est très grave la parce que vous n'avez plus de démocratie. Vous avez un pouvoir central qui est installé depuis des années, et si vous n'êtes pas d'accord avec ce pouvoir central, vous vous trouvez soit à la cour pour n'importe quoi, diffamation, attaque en tout genre, parce que nous sommes face, il n'y a plus de démocratie, nous sommes face à un système qui impose sa volonté, et cette volonté-là, ça se termine par des insultes, des attaques, etc. Donc il n'y a plus de démocratie. Philippe Bilger, moi je ne suis pas totalement d'accord avec notre interlocuteur. Et il y a un paradoxe, c'est que en ce qui me concerne, je ne dénie pas le fait que nous soyons en démocratie, imparfaite peut-être, mais en démocratie, et que pourtant je reviens à mon goût pour la psychologie, c'est la personnalité d'Emmanuel Macron lui-même qui nous donne l'impression d'une forme d'autocratie. C'est très différent. Eh bien, vous restez avec nous, on reste ensemble jusqu'à 19h. On continuera ce sujet, bien entendu. On fait une petite pause, on revient dans un instant. À tout de suite.